Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Les chasseurs n'ont qu'à bien se tenir puisque nous sommes en compagnie de Monique qui est responsable de la Ligue anti-chasse. Monique, bonjour. Oui, bonjour. Alors de quand date ce rassemblement anti-chasse? Comment s'est-il créé? Alors, il s'est créé il y a 2 ans parce qu'avec des amis, on était choqués que des chasses à courre s'introduisaient en Franche-Comté alors que c'était pas une tradition du pays. Alors on a voulu lutter contre ces chasses à courre et en même temps, on a voulu lutter contre toute la chasse parce que en France, on trouve que ça ne se justifie pas, pour la nourriture, etc. Quelles ont été les premières actions qui ont été menées par votre association? Alors les premières actions, ça a été des distributions de tracts donc contre les chasses à courre. Surtout ça. On l'a fait l'année d'avant, encore l'autre année qui suivait. Et puis on a essayé de joindre aussi les archevêques et les curés parce qu'ils donnent des messes pour honorer les chasses à courre alors que c'est une violence. Vous voulez que je vous parle un peu de la chasse à courre? Oui, allez-y en quelques mots pour rappeler justement comment on procède à une chasse à courre et que subit justement ceux qui sont pourchassés dans la forêt. Allez-y. Oui, alors bon, en gros, je fais rapide, c'est une sorte de fête avec des meutes de chiens, des cavaliers, et puis il y a la simple vénerie qui est sans cavalier, mais toujours avec des meutes de chiens. Et un animal est poursuivi, ça peut être un chevreuil, un sanglier ou un lièvre. Il est poursuivi et sera essoufflé, cerné et souvent déchiqueté. L'animal n'est même pas achevé parce que les chasses à courre se font souvent en période hors chasse, c'est-à-dire sans fusil. Voilà, alors c'est une grande violence parce qu'il y a des animaux qui se prennent dans des fils de fer barbelés, qui sont déchiquetés par les chiens, enfin tout ça avec de la musique de chasse, voilà. Alors quels sont les arguments frappants que les chasseurs invoquent justement face à cette poursuite des animaux dans la forêt, à cette barbarie qui franchement à notre époque n'a plus lieu d'être? C'est une tradition, voilà, la seule chose qu'on nous sort, il y a des traditions qu'il faut éradiquer. Moi, je fais une comparaison, par exemple, avec l'excision des petites filles. Ça doit être une tradition, il faut l'éradiquer. Là, c'est la même chose. Il n'y a pas d'autre argument. Il y a tout simplement, ils trouvent que ça fait joli, c'est une fête, les équipages sont bien habillés, quelquefois, il y a la musique, bon. Voilà, mais c'est une torture d'un animal. Alors comment faire en sorte justement de faire prendre conscience aux chasseurs et tous ceux justement qui vont dans ce sens, comme ici dans le sud de la France pour les corridas, de démontrer que finalement ce n'est pas un art, ce n'est pas une tradition, ou si c'est une tradition, il faut faire quelque chose parce que ça ressemble plutôt à de la barbarie qu'autre chose. Quels sont les arguments, quelle est la démarche à suivre pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a peut-être autre chose à faire? Eh bien, on constate que c'est pas facile, parce que généralement ceux qui ont des meutes de chiens, c'est des meutes quelquefois de 40 chiens, et il y a plusieurs meutes ou des choses comme ça, ce sont souvent des gens riches, et même des châtelains, qui donc continuent à jouer comme jouaient autrefois les seigneurs, quoi. Voilà, alors c'est très difficile à éradiquer, et puis ce gouvernement ne fait absolument rien, au contraire. Il y a eu beaucoup de cadeaux aux chasseurs, non seulement, je parle pas seulement de la chasse à courre, mais de la chasse en général. Par exemple, le mercredi, qui était un jour sans chasse, a été remis en chasse. Et puis, il y a eu des allongements de temps pour tuer les oiseaux. Même les oiseaux migrateurs qui sont protégés dans d'autres pays d'Europe, ils sont tués en France. La France est très chasse. Je veux dire, c'est un des pays où il y a le plus grand nombre de chasseurs de toute l'Europe, quoi. Est-ce que les gardes forestiers ont un rôle justement pour protéger certaines espèces et de limiter la chasse au maximum?
Les gardes forestiers et tout ça, les agents forestiers, ben, ils obéissent à la loi. Et comme la loi permet beaucoup de choses aux chasseurs, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Hein. Ils peuvent seulement, dans certains cas, quand il y a des abus, par exemple, s'il y a, j'en reviens à une chasse à courre contre un sanglier, quelqu'un qui s'amuse à tirer des lièvres pendant ce temps, bon, ben là, ils peuvent intervenir parce que c'est pas le jeu. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose, hein. Alors les propriétaires aussi qui ont de la terre, où justement la chasse s'exerce un petit peu partout, d'ailleurs en France et chez nous aussi dans le sud de la France, hein, on le voit au quotidien. Est-ce que justement ces propriétaires ont le droit d'interdire la chasse sur leur terre ? Absolument. Il faut demander à la préfecture, c'est assez long, mais on peut demander l'interdiction de chasse sur son terrain. Et même si le terrain n'est pas barré, je veux dire en plein champ, alors ça se fait un peu et ça gêne effectivement le passage des chiens et des chasseurs. Si une bête traverse ce terrain, elle a des chances de s'échapper. Voilà, il y a beaucoup de gens qui le font. Et puis dans les propriétés privées proches des maisons, ceux qui ont une grande propriété, pour ne pas que les chasseurs entrent sur leur propriété, il faut qu'ils la barrent et qu'ils mettent des panneaux. Oh, c'est assez compliqué et on donne tous ces renseignements à ceux qui nous le demandent. C'est pas moi qui suis la spécialiste des lois, mais on fait suivre puisqu'on a un site anti-chasse, quoi. Alors je le donne, www.antichasse.com. C'est très facile. Et il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à nous justement pour demander des conseils. Où en est-on en France ? Quelle est la situation actuelle ? Est-ce qu'on arrive à faire reculer un petit peu justement la chasse ? Alors la chasse en France, bon, le nombre de chasseurs avait légèrement diminué ces dernières années, mais légèrement, hein, il y a 1 400 000 chasseurs environ. Mais actuellement, je vous dis, ça reprend un petit peu parce que ils ont été beaucoup confortés par ce gouvernement. Il y a même eu, par exemple, je sais pas si ça s'appelle une loi, mais enfin un amendement qui est destiné à stimuler la chasse, qui permet aux entreprises d'intégrer dans leurs frais généraux les frais engagés pour les chasses d'affaires. Vous vous rendez compte ? Alors, je veux dire, tout encourage la chasse. Mais on peut dire que la chasse, nous on dit, c'est un plaisir malsain. Ça n'est même pas une gestion de la faune, comme certains chasseurs osent encore le prétendre. Il y a des lièvres qui sont importés pour servir de cible. Les sangliers sont nourris en bordure des réserves. Ça s'appelle l'agrainage. Ainsi, ils prolifèrent, ça nuit aux agriculteurs, mais c'est le prétexte de tir pour les chasseurs. Les chasseurs viennent au secours des agriculteurs. Il y a des faisans d'élevage qui sont lâchés dans la nature, qui sont appelés gibier, tout ça par ceux qui veulent jouer avec des fusils. Il y a des chasses commerciales qui proposent dans des parcs des lâchers de perdreaux pour des hommes avides de tuer. C'est des chasses à la journée, ils s'en vont le soir avec plein de bêtes mortes, plein leur coffre, ils sont contents, ils ne savent même pas quoi en faire dans certains cas. Voilà, j'estime que la chasse ne devrait plus avoir sa place dans notre société. D'ailleurs, il y a une certaine injustice entre les citoyens, puisque pendant toute la période de chasse, on ne peut plus se promener dans la nature. L'activité chasse est prioritaire, puisqu'ils ont payé, voilà ce qu'ils nous disent, mais ils sont très dangereux. On ne peut plus aller, moi je suis de la campagne, on ne peut plus aller cueillir des noisettes, des champignons, parce que la chasse est une activité dangereuse. Depuis quelque temps, on constate qu'il y a de plus en plus de pertes humaines dues justement à des accidents de chasse qui pourraient être évités. Ben on le dit. Alors, je vais vous dire, ils se tuent surtout entre eux, les chasseurs. Il y a énormément de morts de chasseurs. Ben, naturellement, ils tuent aussi d'autres personnes. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des armes maintenant qui portent à plus de 3 km la balle. Alors, si la balle n'est pas interceptée par un rocher ou un arbre, je veux dire, on peut se faire tuer devant chez soi. Parce que les chasseurs chassent à 3 km. C'est fou. C'est un danger en France, ça.
Alors, et puis, les chasseurs sont assez arrogants. Je veux dire, ils coupent des barrières où des vaches sont parquées ou des chevaux. Ils tirent trop près des maisons. Ils se promènent avec le fusil non cassé. C'est vrai que la plupart, parce qu'il y en a toujours qui vont nous dire « moi, je ne suis pas comme ça », mais la plupart se croient tout permis. Puis, il y a aussi une chose que je tiens à dire. L'alcoolisme. Par exemple, on va dire l'alcool, ça altère l'appréciation des distances et des largeurs. L'alcool provoque une surestimation des capacités. On se croit fort quand on a bu. Il est interdit de conduire un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Je suis d'accord. Le véhicule à moteur est considéré comme potentiellement dangereux lorsque celui qui le conduit est sous l'emprise de l'alcool. Mais que dire d'une arme de chasse dont le but principal est de tuer? La voiture, c'est pas son but. La voiture, c'est son but, c'est de se déplacer. Tandis que l'arme, le chasseur, son but est de tuer. Et le maniement d'une arme exige une parfaite maîtrise de soi. Alors on ne prétend pas que tous les chasseurs soient alcooliques, de même que ne le sont pas tous les conducteurs. Mais étant donné qu'ils ont dans les mains une arme, ils devraient au moins être fréquemment contrôlés. Et ça, on va beaucoup se battre là-dessus pour faire des contrôles d'alcoolémie chez les chasseurs. À partir de midi, le samedi, le dimanche particulièrement, je crois qu'il y aurait des surprises. Est-ce que vous pensez qu'il ne devrait pas y avoir justement des contrôles chez les chasseurs quand on donne le permis de chasse, par exemple? On ne devrait pas contrôler la vue, faire un contrôle général comme l'on fait pour les conducteurs finalement? Il n'y a même pas d'âge limite. Enfin, il commence à 15 ans. Vous savez que c'est énorme ça. 15 ans. C'est des enfants. Et d'ailleurs, dans la dernière saison de chasse, il y a un jeune de 16 ans qui a tué son frère de 15 ans qui était avec lui à la chasse. Alors, voilà 2 vies foutues. Je veux dire, c'est des chasseurs, mais quand même, je veux dire, un jeune homme de 16 ans qui ne s'en remettra pas d'avoir tué son frère, et l'autre mort. Et pour les permis de chasse, vous me disiez, non, il n'y a pas de contrôle particulier, quoi. On demande son permis de chasse. Il y a des projets pour effectivement contrôler la vue, les choses comme ça, mais c'est pas encore reconnu, quoi. Est-ce qu'il y a des actions pour les enfants qui sont menées dans les écoles justement pour sensibiliser les enfants sur le problème de la chasse, les dangers surtout que représentent les chasseurs ou la chasse en général? Alors nous on n'en a pas encore les moyens. Le rassemblement anti-chasse étant récent, on a tenu des stands pour se faire connaître, on fait des tracts, sur internet on répond à toutes sortes de personnes victimes de chasseurs, par exemple leur chien, leur chat qui a été tué, leur âne, leur cheval, des gens qui ont reçu des plombs dans les volets, même dans la voiture, il y en a même un qui a reçu des plombs dans le visage, le procès est en cours. On fait tout ça, mais on n'a encore pas eu les moyens d'aller dans les écoles ou de faire quoi que ce soit. Et puis encore, nous le permettra-t-on? Je vais vous dire, il y a un candidat en Picardie qui, dans sa profession de foi, propose qu'il y ait une option chasse au bac. Ça voudrait dire qu'il faudrait enseigner la chasse dans les écoles. Et il ne parle pas de l'anti-chasse, lui, il parle de la chasse. Est-ce que l'éducation nationale, justement, a mis son veto, justement, sur ce problème de la chasse par rapport aux enfants? Non, c'est tout le même gouvernement. Je vous dis pas que ceux d'avant ont fait grand-chose, mais celui-là, il nous désespère. Mais il ne s'intéresse pas à la chasse, même les vers. Les vers, ils vont protéger une espèce en voie de disparition. Mais si on peut faire des élevages de lièvres, ça les dérange plus. Il n'y a pas de charte établie justement dans le mouvement des Verts qui les obligerait à se positionner sur ce problème? Eh ben non. Moi, on leur a écrit, je lis beaucoup ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent. Eh ben non, vraiment pas, quoi. S'il y en a qui m'entendent aujourd'hui, je lance un appel. Je voudrais vraiment que les Verts s'intéressent à la chasse, parce que la chasse en France n'est plus ce qu'elle était. À une époque, ça avait une signification. Les chasseurs n'étaient pas des enragés comme maintenant qui vont en 4x4 jusque sur le
le lieu de chasse. Maintenant, il y a des armes donc sophistiquées. Et puis maintenant, on fait des élevages pour avoir des cibles. Ça ne se faisait pas autrefois. Est-ce que la justice, est-ce que la jurisprudence va plutôt du côté de l'antichasse? Ça dépend d'ailleurs des lieux. Hein. S'il y a, comme par exemple là, un procès qu'on a eu récemment, il semble quand même que la victime, qui a pris du plomb donc, dans le visage, soit soutenue effectivement. Je veux dire, il y a eu un abus des chasseurs de tirer trop près de la maison. Et voilà, alors là quand même, je veux dire, c'est toujours pareil, c'est dans la loi, il y a des limites, c'est 150 mètres des maisons. C'est pas beaucoup, vous savez, parce que s'ils tirent à 150 mètres dans la direction de la maison, je veux dire, on reçoit, hein. Voilà, les juges s'appuient sur la loi, et la loi est trop permissive. La loi n'évolue pas pour aller dans le sens de l'antichasse? Nous on espère toujours, c'est toujours pareil, je vous dis, il y a des juges d'ailleurs qui sont plus compréhensifs, qui comprennent que je sais pas, des piégeurs qui ont piégé des chats, hein, les gens se plaignent. Si le piégeur n'a pas relevé ses pièges dans les 2 heures qui suivent le lever du soleil, il peut être puni. Voilà, parce qu'il y a cette loi. Mais, alors c'est pareil la chasse, faut quand même le dire. Il y a aussi le piégeage et le déterrage. Ce sont des horreurs. Les piégeurs sont autorisés par la préfecture, dans certains villages et dans la mairie. Ils peuvent mettre quelquefois un grand nombre de pièges, c'est soi-disant pour des animaux nuisibles, des animaux qui ont été classés nuisibles. La belette, le putois, bon, finalement il y en a très peu et ne sont pas si nuisibles que ça, faut pas exagérer. Et dans ces pièges se prennent aussi des chats, c'est comme ça qu'on découvre, parce que des gens retrouvent leurs chats, enfin fichus quoi, martyrisés. Alors ça veut dire aussi que les belettes, les autres, les putois sont martyrisés. Et puis le déterrage, ça se fait avec des chiens. C'est une chasse, comme la chasse à courre, comme voilà, c'est une chasse, comme une battue, ça existe aussi. Alors le déterrage, les chiens repèrent un terrier, par exemple de renard. Bon, ils aboient près du trou. Et finalement, je veux dire après, les chasseurs bloquent les issues possibles. Voilà, je simplifie. Et ils tirent l'animal avec des pinces par le nez. Voilà comment c'est fait. Ne pensez-vous pas qu'il y aura au fil du temps des problèmes justement avec une chasse pratiquée abusivement, un problème de déstabilisation de l'écosystème? Oui, mais il y a un problème déjà. Par exemple, je ne sais pas si c'est sur toutes les régions, mais dans ma région Franche-Comté, c'est énorme. Ils ont tué tous les renards. Et les renards mangeaient des mulots. Et maintenant, les champs sont envahis de mulots. Et les mulots, c'est très mauvais pour l'agriculture, quoi. Alors, ils mangent toutes les racines, les herbes, tout ça. Ils font des trous dans les champs. Alors, les agriculteurs ont été obligés de semer un produit qui s'appelle la bromédolione, qui est un poison, qui fait crever les mulots. Mais les buses qui vont manger les mulots crevés, parce qu'elles mangent les bêtes crevées, mangent les mulots crevés, ça fait crever les buses. Et j'en reviens aux chats, c'est pas que je suis plus sur les chats, mais les chats qui vont dans les champs à la campagne, qui vont se traîner un peu dans le champ, qui mangent un mulot crevé ou malade, tout simplement malade, ils en crèvent aussi. Et le sang leur sort par les yeux et l'anus, c'est une souffrance terrible. Alors bon, ça vient de la destruction des renards. Voilà. Alors si on regarde justement les soutiens que reçoivent le lobby des chasseurs, je parle des médias, je parle des politiques, quel serait le constat que l'on pourrait faire aujourd'hui? D'ailleurs, je lutte aussi avec ceux qui luttent contre la corrida. Hein. On est en toute amitié. Parce que ça ressemble. Je veux dire, il y a le lobby chasse est très puissant. Et beaucoup de gens, de maires, par exemple des maires de village, n'osent pas déplaire aux chasseurs parce qu'ils ont dans un village un certain nombre de chasseurs
qui par ailleurs peuvent être des types sympas ou ceci, cela, je veux dire, bon. Alors ils n'osent pas s'attaquer à ça, mais je vais vous dire, moi c'est très difficile de le faire, ce que je fais là. Parce que j'habite dans un village et j'ai déjà vu des gars qui me disaient bonjour avant et qui maintenant tournent la tête. Ils n'osent pas carrément s'attaquer, ou alors c'est pas des vrais méchants, mais c'est quand même des tueurs pour le plaisir. Ils tuent pour le plaisir. Un boucher qui tue, il va pas faire la bringue à arroser ça comme s'il avait fait un exploit parce qu'il a tué 3 veaux ou 4 vaches dans sa matinée. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Je veux dire, la chasse, c'est un plaisir malsain. Alors, un autre point commun, justement, avec les corridas de notre Grand Sud, ici, dans nos régions, c'est la viande qui est stressée, qui est vendue après et qui développe des toxines qui est malsaine pour la consommation. Oui, il y a des chasseurs qui ont été malades parce qu'ils ont mangé des chevreuils qui étaient malades. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Ils avaient des vers dans les bois, dans la tête. Alors, ils ont été malades. Bon, on s'est dit que c'était bien fait. Mais ce que je veux dire aussi, la chasse, il y a les plombs. Il y a les plombs, le saturnisme. Je veux dire, ils mettent du plomb partout. Dans les champs, dans les forêts, puis pour voir ce qu'ils tirent. Parce qu'ils tirent. Je veux dire, j'ai pas les chiffres là sous les yeux du nombre de cartouches qui sont tirées chaque année. Et chaque année, à nouveau, on se demande, parce que c'est bien supérieur encore au nombre d'animaux tués. Donc, ils tirent 3-4 fois sur le même animal, j'en sais rien, ou ils tirent en l'air, mais en tout cas, ils sèment du plomb. C'est quand même très dangereux. Et ça, j'en reviens là, les vers, le parti, devrait s'en occuper, devrait au moins ça. Alors si on se tourne du côté de Bruxelles, du côté de l'Europe, est-ce que l'Europe justement aurait tendance à aller du côté de l'antichasse ? Oui, carrément. Je veux dire, notre espoir est là. Notre espoir est là parce que la commissaire européenne à l'environnement, qui donc est aussi chargée de la chasse, et qui s'appelle Margot Wallström, fait du cas de ce qu'on lui envoie. Fait du cas des protestations contre la chasse à courre et contre la chasse aux oiseaux migrateurs. D'ailleurs, la France a payé des amendes. Je ne suis pas très au courant, mais je suis sûre. La France paye une amende à l'Europe parce qu'elle est trop chasse. Et j'en reviens encore à une chose pendant que j'y pense. Roselyne Bachelot, qui est donc préposée aussi à la chasse, la ministre, a désobéi par 3 fois au Conseil d'État à propos de la chasse aux oiseaux d'eau, parce qu'elle allongeait le temps de chasse aux oiseaux d'eau. Et certaines associations, dont la CVN, avec qui on est très amis, c'est la Convention Vie et Nature, a porté plainte contre Roselyne Bachelot, qui a été punie, c'est beaucoup dire. Ça aurait été un simple citoyen qui désobéisse au Conseil d'État 3 fois, on le traiterait de délinquant et on le mettrait en prison. Voilà. Mais enfin quand même, j'en reviens à l'Europe. On a l'espoir que l'Europe va faire améliorer un peu les choses, oui. Avez-vous des projets, avez-vous justement des activités, des manifestations, je ne sais pas, des actions qui seront mises en place dans les mois futurs ou dans les années à venir ? Alors, on est plein de projets, mais je dis notre force viendra du nombre. On a besoin encore d'avoir des adhérents et d'avoir de l'argent, parce que malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose sans argent. Mais on produit un petit bulletin qu'on appelle le petit bulletin intermittent du RAC, donc Rassemblement Anti-Chasse. Et on commence à comprendre que de plus en plus de personnes s'intéressent à notre association. Je veux dire, on répond à un besoin, vraiment. Alors, plus ça ira en avant, plus on pourra faire de choses. Déjà, on a envoyé 3000 signatures contre la chasse à courre à Margot Wallström à l'Europe. On n'envoie plus à ce gouvernement, ça ne sert à rien, ça va au panier. Eh bien, merci de nous avoir parlé de votre comité anti-chasse. Vous allez nous donner les coordonnées afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent prendre contact avec vous et pourquoi pas vous rejoindre et vous aider. Alors, il y a le site, donc je le redis encore une fois, www.antichasse,
d'un seul mot, antichasse.com. Et puis autrement, on a RAC, Rassemblement Antichasse, boîte postale 20 25 270 Levier, Levier. Et merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion partout dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse. À très bientôt. Fréquence Évasion.